8 previews. 3 jours. 3 jours, 8 previews. Voilà. On s'installe peinard. Vous le savez, la saison régulière de la NBA 2019-2020 est terminée. Et donc, ça veut dire que les playoffs sont là. On est chaud, on est content. Du real basketball est à notre porte, Alex. Ça commence lundi. Oh là là, cette série-là, elle commence mardi, je crois. Ouais, on va se régaler, ça va être extraordinaire. Celtics Sixers, on va en faire la preview. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, sur la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube préférée, eh bien, nous avons déjà fait quelques previews, vous pouvez aller les consulter. Le concept, il bouge pas. Hein. On a 4 grosses parties, même pour Celtics et Sixers. Alors, si ce sera 4 gros matchs ou plus. La première partie, c'est sur la dynamique des deux équipes. LOL, la deuxième partie... Sur l'aspect tactico-technique, avec le gros hashtag que vous connaissez maintenant toutes et tous. Tout à fait. La troisième section, c'est celle du joueur qu'on va suivre en prime time. Et on termine avec le petit pronostic. Évidemment, classique. Vous vous installez peinard. On espère que justement les fans de Philly et de Boston sont bien en forme, bien contents. Et justement, je sens qu'il y a... dans cette première partie, une dynamique extraordinaire du côté de Philadelphie. On est vraiment sur un enthousiasme et un optimisme débordant. Hein. J'ai l'impression que cette équipe est déterminée à aller au grand mort. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Et ça qui est bien, quoi. Bon, je pense qu'on peut officiellement dire que j'ai perdu 100 balles. Donc Ben Simmons fera pas les playoffs. Donc blessure. Je proposais... claqué au sol. Ouais, je pense qu'on peut le dire aussi. Même l'aspect défensif où ils avaient quand même montré quelques solidités pendant la régulière, ils ont pris des brouettes de points face à des équipes quand même pas non plus incroyablement efficaces ou fortes offensivement. Tu t'échappes des Spurs sur un shoot héroïque de Shake Milton. Bon, ça va, mais ça aurait pu être encore une défaite. Et d'ailleurs, les Spurs peuvent repenser encore à cette défaite à la con. Pour le play-in, ça aurait été drôle. Ah ouais, complètement. Shake Milton, clutch. Ça a été, il y a eu quelques bons matchs de Josh Richardson. Ça a été bien de le revoir un petit peu, être capable de monter en température, faire du gros scoring. Tobias, il a porté comme il peut. Orford, il y a tout le temps autant de critiques qui sont faites parce qu'on sait pas trop comment ça se situe. Mais putain, la blessure de Ben Simmons. La dynamique était pas déjà folle, mais alors la blessure de Ben Simmons, qu'est-ce qu'elle fait mal. Oh là là. Ça fait mal. Il y a eu un petit moment de « Ah tiens, Ben Simmons est blessé, peut-être que ça va créer un spacing de l'univers pour les Sixers. » Ils n'ont pas les joueurs. Et puis... Voilà. On va sûrement parler du coaching à un moment donné, mais à un moment donné, ils n'ont pas les... La dynamique en tout cas des Sixers est vraiment compliquée. Catastrophe. Moi j'aime pas du tout cette dynamique. Ah non, très clairement. Je veux dire que Déjà je trouvais que jusqu'à mars c'était pas ouf, mais là je trouve que c'est moins bien encore, c'est pire. Non, bien sûr. On a eu quelques bonnes performances, parfois de Raul Neto, parfois de Matisse Thybulle, surtout sur les terrains et aussi sur sa chaîne YouTube. On a eu Mike Scott qui a été pas mal de contribuer, Kylo Quinn. Chacun essaye de faire son taf tous les soirs, mais alors, body language, alchimie d'équipe, tu sens pas, quand tu vois les Sixers en ce moment jouer, il n'y a pas de leader là-dedans. Tu sens pas du tout qu'il y a une pas espèce d'objectif, ils savent pas où ils vont, ils savent pas comment jouer, ça se voit. Voilà. Ça vous met un peu dans l'ambiance de cette preview. Puisque en face, nous avons une équipe avec une dynamique que je qualifierais à peu près d'opposée. Hein, non, t'es pas d'accord ? Vas-y. Franchement, la dynamique des Celtics, elle est plutôt bonne. Hein. Moi, je trouve ils ont vraiment bien joué dans cette bulle. Je trouve que Brad Stevens a vraiment extrêmement bien utilisé son roster. Ça a économisé du Kemba Walker pour le faire monter en régime doucement. On a vu un premier match absolument dégueulasse de Jason Tatum, suivi Boston, par un très gros match. On a commenté, tout à fait. Hein, tu vois, genre après, contre les Bucks, il a été dégueu, et puis derrière, il a fait un gros match. C'était contre... Bouge pas. Tatum, il est dégueu sur les Bucks, il se rattrape sur Portland. Bah oui. Donc voilà, ça c'était intéressant. On a vu un Jaylen Brown dans la continuité de ce qu'il a montré avant. Très bon Jaylen Brown. On est d'accord. Et Hayward, moi je trouve que vraiment son rôle. J'aime de plus en plus. J'aime de plus en plus que Brad Stevens et le groupe Boston en fait. Lui, c'est là, il y a eu des séquences de Hayward, genre octobre-novembre, où il était vraiment patate. Et il y a eu des séquences de. Ah ouais, il est pratique dans cette équipe, tu vois. Genre, il prend les choses en main, il drive un peu plus le jeu. Il tient un peu plus la balle. C'est pas que Tatum ou Brown peuvent pas le faire, mais je les aime mieux dans des rôles genre vas-y, défonce ton adversaire direct, vas-y, rentre des trois, tu vois. Mais j'aime bien Hayward avec la balle.
Marcus Smart, c'est Marcus Smart. Daniel Theis, l'effectif est complet. L'effectif a des objectifs. Il y a du leadership. Il y a un coach qui a bien trouvé ses marques. Non, franchement, ils ont plutôt... En plus, ils ont réussi à load manager un peu. Ouais. Donc franchement, c'est une bonne bulle. On n'est pas... Tout à fait. Une bonne bulle de Boston. On n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Magnifique. Tu n'abordes pas du tout les playoffs de la même manière. Il y a beaucoup de soupirs et de bras ballants d'un côté. Il y a beaucoup de torse bombés et de motivation en se frottant les mains de l'autre. En tout cas, on le notera quand même. Sur la saison régulière, 3-1 pour les Sixers. Si je dis pas de bêtises, ouais. On a eu une opposition où on a pu voir parfois des grosses performances de Joel Embiid qui en avait marre de se faire taper par Boston, l'intégration d'Alan Ford. C'était un peu compliqué parfois pour Boston de tenir face à l'intensité physique de Philly. On n'est pas à ce niveau-là en l'état actuel. Est-ce que ça va se revérifier pendant la série ? Affaire à suivre. Affaire à suivre, c'est comme ça. Mais nous, on va surtout devoir enchaîner sur la deuxième partie. Et là, on sort le point tactico. Technique. Hashtag, évidemment, H majuscule expert. On fait semblant de s'y connaître en basket. Faites-le, vous aussi, si vous voulez. Comme Brett Brown, faites semblant de vous y connaître en basket. On va essayer de parler justement de points tactiques. Et donc, qu'est-ce que vous allez observer de très près dans le jeu ? Alex, je te tends la perche. Moi, je vais beaucoup regarder un secteur qui, à mon avis, est clé. Et c'est pas forcément le jeu intérieur, c'est plutôt justement les match-ups sur les extérieurs. Oui. Puisque, avec l'absence de Ben Simmons d'un côté Sixers, on va avoir forcément des Josh Richardson ou des Tobias Harris qui vont être plus responsabilisés balle en main, t'as pas le choix. Alors qu'en face, on a une rotation extérieure avec du Marcus Smart, du Jaylen Brown, du Jason Tatum évidemment, et donc du Gordon Hayward dont on vient de parler. Et je trouve que y a quand même pas mal de talent. On n'en parle pas si souvent que ça, mais que ce soit côté Celtic ou que ce soit côté Sixers, on a quand même des joueurs forts dans leur style, avec des qualités différentes. Et donc je veux bien voir quel Celtic va être le plus affilié, le plus, on va lui dire, voilà, attribué à Tobias Harris, qui présente des qualités physiques de puissance et de taille qui sont un peu casse-couilles pour les Celtics. Tu vois, genre Tatum un peu, Brown aussi, mais ils sont un peu plus petits, ils vont être un peu moins gros, tu vois, genre, il peut les faire chier. De l'autre côté, je veux bien voir comment les Celtics, avec leur jeu extérieur, peuvent défendre des Tatum ou des Brown. Et comment tu laisses naviguer Hayward ou pas ? Parce que si Hayward navigue trop, on voit bien que ça bonifie à fond tout le jeu des Celtics. Donc je trouve que sur les match-ups extérieurs, que ce soit côté Brett Brown ou que ce soit côté Brad Stevens, il y a vraiment une réflexion à avoir de quel joueur tu utilises à quel moment, quel joueur tu mets en défense sur quel joueur, à quel moment tu mets de l'ISO Tatum ou de l'ISO Brown pour Stevens, à quel moment tu fais des séquences full Tobias Harris, et ainsi de suite, tu vois. Vraiment sur les match-ups extérieurs, à mon avis, il y a une des clés de la série qui est là. Les lignes externes, à suivre de très près, la production elle va être là. Bah voilà. Et puis il y a intérêt parce que bien sûr. C'est le soir où Tobias Harris et Josh Richardson ne sont pas dedans. Bah, le soir où Brown et Tatum ne sont pas dedans, par exemple, compliqué aussi pour Boston. Tout à fait. La production sera là, elle sera attendue, avec des niveaux de potentiel et de performance différents, évidemment, à chaque fois. Personnellement, je vais suivre de très très près la bataille des coachs. Alors, il y a un petit écart entre Brad Stevens et Brett Brown. Il n'empêche, juste avant juste de rentrer en détail dans cette match-up. Je croyais que tu allais dire de défoncer Brett Brown. J'arrive. Brett Brown avait été, notamment, et c'était un effectif différent, mais avait été pas mal applaudi sur ce qu'il a montré sur les playoffs l'année dernière. Oui, mais mérité. Et pourquoi pas ? Moi perso, et pourquoi pas ? Et on en a déjà débattu. Je t'ai toujours trouvé dur. Oui, ça bouge pas, c'est carré. Et donc, en fait, ma question c'est, déjà, est-ce que cette match-up entre deux coachs très attendus pour des raisons diverses, elle va se vérifier avec un Brad Stevens, comme on le sait, c'est les ajustements entre chaque match et même à l'intérieur des matchs. Est-ce qu'on va voir justement un coach être capable de faire les bonnes modifications et un autre complètement pataugé dans la boue ? Est-ce que c'est la dernière série coachée par Brett Brown à la tête des Sixers ? Est-ce que Brett Brown peut... En fait, je pose vraiment la question. Est-ce que Brett Brown survit à cette série ? Non, à une défaite. S'il perd, s'il gagne, bien sûr qu'il survit. Bah oui. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, à cette défaite.
En cas de défaite, non, pour moi, il survit pas. Et ça survit pas. Et donc, est-ce qu'on est en train de voir les potentiels derniers matchs de Brett Brown à la tête de ces Sixers ? Est-ce que Brett Brown, qui donc a plu à certains sur les playoffs de l'année dernière, et je peux le comprendre parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, il a fait des matchs qui m'ont satisfait l'année dernière. Ouais, vraiment. Il en a fait vraiment. Mais est-ce que là, avec ce qu'il a pu faire contre Boston en série régulière, parce que je l'ai dit dans la dynamique, c'est pas du vent. Il y a eu 3-1 pour Philly contre Boston sur la saison. Et donc c'était peut-être une autre dynamique. Il y avait peut-être Ben Simmons, il y avait peut-être des absents parfois du côté de Boston aussi, mais dans les faits, ils ont été capables de battre Boston. Est-ce que Brett Brown peut faire appliquer un plan de jeu qui montre que tu peux vraiment faire chier ces Celtics alors que tu es 6ème et que je pense là, tu vas sur la plupart des forums, réseaux sociaux, tout ce que tu veux, fumée de cheminée, tout, je pense que la plupart des gens vont mettre plutôt Boston en favori de cette série. Déjà par le seeding et par la dynamique. Et donc, je veux juste vérifier comment est-ce que ces coachs se rendent coup pour coup. Okay. Est-ce que ce sera la dernière série coachée par Brett Brown ? Et est-ce que on va voir Brad Stevens et on va faire genre oh non putain, t'arrives pas du tout là à t'ajuster alors qu'ils n'ont pas Ben Simmons en face ? J'ai un petit nez à mon avis là sur comment ça va se dérouler, mais j'ai un petit flair, mais j'ai pas toi, hein. J'ai pas toi, et moi j'ai un petit flair. J'ai une petite idée. T'as une petite idée, ok. Mais à mon avis c'est pas la même que la tienne. Ah. Ça sent le cassoulet comme on dit. Mais donc voilà, ce sera la bataille des coachs pour moi, parce que peut-être qu'en effet on ne reverra pas Brett Brown à partir de septembre 2020, où on va continuer à le voir, et à ce moment-là on dira genre quel génie, il suffisait de mettre Ben Simmons sur une civière, lol. Voilà pour le point tactique. Okay. Joueur à suivre. On va passer aux joueurs à suivre. Attention. Un joueur dans l'effectif de Boston, un joueur dans l'effectif de Philly, sur qui on va mettre le zoom, le focus. Il y en a plein. Il y a du talent des deux côtés. Ouais, et puis il y a plein de mecs qui peuvent faire pencher la série dans un sens comme dans l'autre. Exactement, mon cher Alex, je te tends la perche. À toi de commencer. Quel est le joueur que tu vas focus sur cette série ? C'est un joueur dont on n'a pas trop parlé depuis le début de notre preview, là, donc je le prends maintenant pour focus sur lui maintenant. C'est Joel Embiid. En l'absence de Ben Simmons, Joel Embiid devient intrinsèquement le patron obligatoire de la défense. C'est-à-dire que Ben Simmons, c'est un très très grand défenseur, moi je trouve, qui peut défendre sur plein de joueurs, Tatum, Brown, franchement il est vachement pratique, tu vois, il peut défendre sur plein de... Là il est pas là. Et Joel Embiid, lui, il est toujours là. Il doit être le patron défensif des Sixers, vraiment encore plus qu'il ne l'a été ces derniers temps. Il doit dominer sous les cercles. Je veux une boucherie sous les cercles. Je veux Joel sous les cercles. Je veux Daniel Theis qu'on perd son allemand, quoi. Oh putain. Non, tu vois, et Enes Kanter qu'on perd son turc. Hein, tu vois, voilà. J'ai eu peur. Vas-y, non. Et donc voilà, non mais vraiment. Genre, Joel Embiid, ok les Sixers, ok ouais, ils sont pas dans une bonne dynamique, ça c'est sûr. Et la perte de Ben Simmons, c'est quand même vraiment une énorme perte. C'est vrai qu'ils ont des soucis parfois de choix de coaching et tout, ok, mais Joel Embiid est dans une série où il n'a pas d'adversaire à sa hauteur en face. Il n'en a pas. C'est le meilleur joueur de la série ? Il doit l'être. Sinon les Sixers, attention. Si non, Joel Embiid intrinsèquement, c'est le meilleur joueur de la série ? Oui. Pour moi, oui. Joel Embiid doit mettre 28 points par match, doit prendre 13 rebonds, doit faire 2 comptes tous les soirs. Il doit arrêter de parler avant et après les matchs. Il doit être plus vocal sur le terrain. Il doit déboîter la raquette des Celtics. C'est peut-être le meilleur cadeau pour lui en termes d'opposition à l'intérieur, je suis d'accord. C'est Joel doit montrer au moins 2-3 matchs où tu te dis genre merde, en fait Boston a gagné, mais il était en 47-17 quoi. Ok, voilà, exactement, parce que je veux pas faire offense à Daniel Theis qui, je trouve, fait des tafs défensifs très impressionnants. Et en plus, il est très bien utilisé parce qu'il est mobile. Et ils sont capables de faire des prises à deux intelligentes et tout sur Joel, et je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Je pense qu'il doit s'y attendre à être pris à deux quand il fait en début de match. Après, il sort un peu en premier quart-temps. Quand il revient, il va sûrement être pris à deux. Et ben là, tu dois être prêt à la lâcher intelligemment au bon moment ou à quand même défoncer les adversaires. Et tu dois dominer au rebond comme un grand malade. Et tu dois pas avoir un body language de gamin fâché là, qui boude ou quoi. Non. Joel Embiid doit se comporter comme un patron et il doit défoncer la raquette des Celtics. C'est mon joueur à suivre et franchement,
Il m'énerve et il a trop de talent, trop de puissance physique, trop d'attributs naturels. Vas-y mec, domine. C'est maintenant. Il peut les arracher. Hein. Si Joel Embiid il commence à déboîter toute la raquette, c'est plus les mêmes matchs. On a vu des matchs en saison règle où en fait quand il fait ça, tu peux rien faire si t'es Boston, t'as tout le talent que tu veux sur la ligne extérieure. Quand t'as Shaq à l'intérieur en face, tu fais genre t'es mort. Merde. Surtout que lui, tu peux faire faute sur lui, il va les foutre, ses lancers et ainsi de suite. Enfin, Joel Embiid, reste pas à la ligne à 3 points, va sous le cercle et qu'il soit nourri. Vas-y. Alors oui. Et s'il est au poste, autant qu'il soit nourri. Parce que aussi parfois Joël fait l'effort et on dit genre Joël t'es à 3 points. Non, parfois il est au poste ça, et on le nourrit pas de balle. Faut qu'il soit nourri. Alors s'il est pas nourri, attention, là on va revenir sur ton copain Brett Brown. Ah non, bien sûr, évidemment. Mais allez, il a plus de shooters autour quand il n'y a pas Ben Simmons, normalement il doit être nourri. Tu vois, genre c'est quoi on file la balle à Shake Milton. Oh. J'aime bien. Non, mais franchement, ok, il y aura un peu de Tobias Harris et Josh Richardson, mais je pense que ces deux joueurs-là ont l'intelligence pour nourrir Joel Embiid au poste. Très bien, ce sera donc le process ton joueur. Ouais, vas-y, c'est passé le process là, maintenant il faut The Domination. Eh bien écoute, j'aurais pu partir sur Monsieur Jason Tatum qui sera très attendu évidemment. Il y a plein de joueurs, dans cette série. Tout à fait, Tatum pourrait être le plus attendu, Horford aussi. Retour à la maison, mais en même temps c'est pas la maison. On peut leur faire mal. Il faut. Ce sera Monsieur Kemba Walker. Kemba doit dominer. Attitude de merde, vieil ado. Absolument pas en plus. Non, c'est pas vrai. Kemba Walker est un gentleman et un des meilleurs citoyens de toute cette ligue. Kemba Walker, on le sait, n'est pas forcément à 1000% sur le début de ses playoffs. Il est revenu au fur et à mesure dans la bulle. Il y a eu quelques matchs où il a joué aussi longtemps et on a vu qu'il était capable d'eux. Lui a été le premier en tout cas à tenir des propos, je crois, récemment en disant qu'il se sentait bien et qu'il recommençait à faire des vrais moves, les vrais crosses de cardiaque Kemba. Kemba Walker est en playoff. Félicitations, on l'avait vu une ou deux fois avec Charlotte pour essayer de faire son taf, même je dirais qu'une fois. Peut-être deux fois. Miami, là. Peut-être une fois avec Nico Batum et tout ça, juste avant l'été 2016, comme on dit dans le jargon. Et Kemba en playoff, Kemba a voulu notamment aller à Boston pour pouvoir jouer au-delà de la saison régulière. Pour ça. Ouais. On peut compter sur l'apport de Hayward, l'apport de Tatum, l'apport de Brown, très bien. Mais Kemba Walker va être attendu parce qu'il doit faire sa prod, qu'il a été capable de la faire pendant la saison régulière contre Philadelphie, où il a fait aussi des matchs où il se démerdait bien, et il va avoir sur le paletot un jeune garçon avec qui il a 2-3 histoires qui s'appelle Matisse Thybulle, où à mon avis leur match-up va être un délice à observer. Tu crois que Thybulle il va être sur Kemba ? Il va y avoir parfois du Thybulle sur Kemba, de temps en temps, c'est pas à 48 minutes, mais il va y avoir parfois, comme on l'a vu pendant la saison régulière, où Thybulle adore ce genre de challenge. Après, évidemment, un mec a un couteau suisse pareil, tu vas l'envoyer sur Tatum, sur Hayward, même sur Robert Parrish, sur Bill Russell, il n'y a pas de problème, tu peux l'envoyer un peu partout. Mais Kemba Walker va se taper parfois certains défenseurs comme lui qui peuvent être relous, et il doit faire une série qui te montre en fait, dans le sens d'un pronostic que tu as pu faire, que Boston peut aborder la demi-finale et potentiellement la finale de conférence sereinement en ayant un monstre à plusieurs têtes. Il faut que Kemba Walker joue. Son rôle est décisif. Je peux pas avoir un Kemba Walker dans la discussion peut-être du 3e ou 4e meilleur joueur de Boston sur cette série. C'est juste pas possible. Je veux bien qu'à la limite Tatum fasse une grosse série et que voilà, tu sois derrière. Mais vraiment, après c'est le plancher. Non mais si Kemba Walker est performant, c'est un gros problème. Et cardiaque Kemba pour Philly, c'est une galère. Parce que s'il s'y met, ça va devenir horrible pour eux. Tu en disais sur la ligne extérieure, s'ils arrivent à trouver la solution Philly par rapport à essayer de... Ça ne rentre pas trop pour Tatum ou pour Brown ou pour Hayward. Kemba qui fout dedans. Si Kemba il commence à mettre dedans, c'est chaud. D'accord. Et puis on a toujours vu Kemba être chaud en saison régulière dans les moments clutch. Bon, c'est le retour en playoff de Kemba, donc c'est maintenant. Très hâte de voir ce garçon-là qui c'est bon et dans son prime, on a vu, ça fait des années qu'il cartonne. Est-ce qu'il va vraiment faire une série qui montre que Boston a bien fait de parier à fond sur lui et de laisser notre ami astrophysicien partir du côté de Brooklyn. Voilà. Ce sera donc Monsieur Joel Embiid pour Alex et Monsieur Kemba Walker pour Bibi. Plein de gens à surveiller évidemment dans cette série. Dites-nous sur qui vous allez poser vos jumelles. Nous, je crois qu'on va devoir poser un petit prono. Allez, pronostico. Oh putain. Pronostic time. On se craque les doigts comme d'hab. Vous êtes sur le clavier. Vous avez le droit d'envoyer en commentaire justement votre pronostic sur cette série entre Celtics et Sixers. Ça va dans tous les sens. Il y en a qui mettent 4-0, 4-1, 4-2, 4-3. Boston, Philly. Je sais pas. Alex, tu as ton choix ? Ouais. Ah, c'est très clair dans ta tête ? Ouais, ça va. Enfin, voilà, après... Très bien. Eh bien, écoute, à toi de jouer. 4-2.
pour les Celtics. D'accord. Bah oui. Oui, je pense que la dynamique des Sixers, déjà que je la trouvais pas bonne pendant la régulière, là je la trouve encore pire. La blessure de Ben Simmons bien évidemment, mais même le jeu, comme on l'a dit, il n'y a pas assez de certitude et tout. Par contre, je mets pas non plus, je mets 4-2, je pense que ça va résister quand même bien, même sans vraie stratégie ou vrai fond de jeu. Je pense que Joel Embiid est normalement trop fort pour la raquette des Celtics et que c'est comme un vrai problème qu'ils vont devoir gérer et que Joel peut leur faire gagner des matchs. Faut qu'il soit dans le bon mood. Maintenant, t'as parlé de Kemba, on n'a même pas parlé de Marcus Smart. Je veux dire, on a à peine parlé. Je veux dire, la profondeur de banc pour moi de Boston est quand même supérieure à celle de Philadelphie. Surtout en l'absence de Ben Simmons. Oh, quand même, rien que Marcus Smart. Ouais, en tout cas, c'est pas un océan, quoi. C'est pas un océan. C'est pas comme si le mais... banc de Boston était genre wow. Non, mais il est quand même pas si mauvais. Il y a des joueurs qui connaissent leur rôle, qui rentrent bien dans les organisations, qui savent à quel moment ils vont rentrer. La rotation, je trouve que ça fonctionne bien. Mais ça a été un sujet souvent pour les fans de Boston cette saison, tu vois. Je pense que Brad Stevens est supérieur à Brett Brown. Je pense que le talent extérieur est un peu plus côté Boston également. Donc en gros, au bout d'un moment, je dis bon, ok, ouais, Joel, c'est peut-être le meilleur joueur, le plus dominant de la série, mais ça suffira pas pour passer. Donc je mets 4-2 Boston parce que je pense que Philly va essayer de se battre, mais ça va être trop court. 4-3. 4-3 pour qui? Non. Boston. Je dois lâcher mon bet. Désolé. Tu mets 4-3. Ouais. Série serrée, quoi. Moi, je veux du fun. Moi, il le sait, Léonce. Moi, j'aime quand ça, tu vois. Moi, je pense que la vie, c'est une histoire d'opportunité. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation. 4-3 pour Boston. Juste entre parenthèses, si Philly vous voulez upset Boston, n'hésitez pas. Bibi a mis 100 balles dessus, donc on y va à fond la caisse. Surtout que la cote a dû exploser. C'est pas gagné, ouais. Non, mais c'est maintenant qu'il faut miser. Hein. Ouais. Mais non, je pense que pour tout ce qu'on a abordé, je veux dire, même si, tu vois, même dans cette situation où tu as un potentiel Game 7. Oh putain, Game 7, moi je peux miser sur les Sixers. Ah, mais je pourrais aussi potentiellement, mais même là. Moi je pense qu'il n'y aura pas de Game 7. En fait, c'est juste que ce que j'allais dire, c'est que même s'il y a un Game 7, s'il y a bien une équipe qui est capable de faire un no-game, un no-show, c'est possible, ouais. C'est Philly. Ouais, ils sont capables, mais Joel est capable aussi de les déboîter. Il est capable de les déboîter et de perdre quand même. Enfin, tu vois, je veux dire, il peut se passer plein de choses. 4-3 pour moi, c'est vraiment évidemment le plafond de ce que je suis capable de faire en faveur des Sixers, parce que je pense qu'il y a vraiment il y a quand même des gars d'expérience, même si le jeu n'est pas top, il y a des gars d'expérience qui savent comment jouer. Ford, Harris, Embiid, rien qu'à eux, non mais même les Mike Scott qu'on a déjà vu par le passé. Le front courte des Sixers, hein. Ils sont capables de les saouler, et évidemment, oui, il y a de l'expérience du côté de Boston, c'est très bien, mais je pense que Philly peut tenir dans cette série. Et en fait, je mets 4-3 parce que cette série peut aller tellement dans tous les sens. Je t'avoue que vraiment, je suis assez... c'est pas limpide dans ma tête. Je pense que vraiment Boston est favori et qu'ils vont passer. Moi, je les attends au round suivant plus que Philadelphie. C'est la dynamique qui veut ça. Mais je suis tellement pas étonné s'il y a 4-1. Pour Boston. Ah oui, voilà. Tu vois, je veux dire, c'est ce genre de série où je me dis, il peut y avoir 4-1, il peut y avoir 4-3, il peut y avoir Philly qui s'énerve. Je sais pas trop comment pronostiquer. Je vais dire Boston à l'heure actuelle. Et très hâte de voir ce qui se passe au Game 1. Et de pouvoir changer d'avis mardi. Et de pouvoir totalement changer d'avis mardi et être toujours aussi objectif. Philly qui était habitué à pouvoir compter sur son gros public, c'était une équipe qui avait vraiment un avantage du terrain déterminant. Boston aussi. Hein. Non mais tout à fait, mais je veux dire, parmi les meilleurs, une des 2 ou 3 meilleures équipes. Non, Philly était imprenable à domicile. Et donc là, tu perds ça, tu perds Ben Simmons, tu perds une dynamique qui n'était pas vraiment là. Allez, Boston passe au round suivant. Ça sera 4-3 pour Bibi et ce sera 4-2 pour Alex. Tout à fait. Dites-nous que vous soyez fan de Philly, de Boston ou de n'importe quelle autre franchise. Qu'est-ce que vous voyez sur cette série entre Celtics et Sixers? Répondez aussi aux questions. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière série de Brett Brown ou pas? Est-ce que l'émergence de Jason Tatum est-elle validée? Cardiac Kemba, qu'est-ce que ça donne en playoff avec le maillot vert? Nous on se retrouve, le marathon continue bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Trash Talk, preview des playoffs. Ciao.